Bonjour tout le monde, Marc Leclerc, directeur général à l'Union des opérateurs, le local 791, les opérateurs de machinerie lourde de la construction, affiliés à la FTQ Construction, avec Maître Danny Nicholson. Enchanté. On a un sujet qui touche, oui, les travailleurs de la construction, mais aussi l'ensemble de la population. Il est un petit peu minuit moins une, dis-je. Fait qu'on trouvait ça important d'informer le maximum de gens possible. Merci énormément d'être là, évidemment, tous ceux qui sont ici aujourd'hui. D'abord, qui sommes-nous? Hein? Le local 791, c'est le syndicat majoritaire des opérateurs de machinerie lourde de la construction depuis 1968. C'est plus de 8000 membres opérateurs ayant l'expertise et les compétences pour construire le Québec d'aujourd'hui et de demain. Je tiens à souligner que je suis moi-même opérateur de machinerie lourde de métier. Le local 791 représente l'ensemble de ses membres pour tout dossier de relations de presse, de négociation de conventions collectives, de sous-comité professionnel, de formation et j'en passe. Mais d'abord et avant tout, le local 791 est là pour représenter ses membres en matière de santé, sécurité au travail. Affilié à la FTQ Construction, le local 791 endosse l'entièreté des positions de la FTQ dans son mémoire sur le projet de loi 51. Je parle bien de la FTQ Construction ici. Donc évidemment, aujourd'hui, on va parler du projet de loi 51. Plusieurs principes tels que la mobilité provinciale, la liberté d'association, l'intégration à l'industrie de la construction, la rétroactivité salariale, l'assujettissement à la loi anti-briseur de grève. Ben oui, encore en 2024, on doit se battre pour être assujetti. Également, le droit de faire des griefs sur l'ensemble de nos conventions collectives. C'est un non-sens. C'est essentiel pour la saine croissance de l'industrie, pour attirer la main-d'œuvre et évidemment pour connaître une certaine paix industrielle. Par contre, il y a une situation vraiment alarmante impliquant la santé et sécurité des travailleurs et du public, qui se retrouve dans le projet de loi 51. C'est pour cette raison-là qu'on a concentré tous nos efforts sur ce seul et unique point. Le local 791, l'Union des opérateurs de machinerie lourde, lance un cri du cœur concernant l'application du concept de polyvalence du PL 51, le projet de loi, au métier d'opérateur de machinerie lourde. Oui, pour des raisons de santé et sécurité pour l'ensemble des travailleurs et du public. L'article 72 du projet de loi prévoit que les compagnons des autres métiers, sans formation, sans certificat, sans supervision et sans expérience, puissent opérer la machinerie lourde sur les chantiers. Il faut d'abord rappeler que l'industrie de la construction est la plus meurtrière de toutes. En 2023, elle représente à elle seule 32% des accidents mortels au travail. Et ce, malgré qu'elle ne représente que 8% de la main-d'œuvre. 2023, c'est 210 décès reliés au travail, dont 68 proviennent de la construction. La machinerie lourde est malheureusement, année après année, la source de plusieurs accidents graves et de décès au travail. On comprend qu'avec la machinerie lourde, les conséquences sont rapidement catastrophiques. Il faut également comprendre que l'opérateur de machinerie lourde n'est pas seulement victime d'accidents de travail au premier sens où on l'entend. L'opérateur de machinerie lourde est souvent au centre d'un accident de travail qui a causé le décès ou des lésions sérieuses à un collègue de travail. Les conséquences psychologiques sont catastrophiques. Les rapports de CNSST et de coroner sont concluants. Tel que cité dans le mémoire du local 791, le manque de formation et d'expérience sont trop souvent directement liés à ces tristes événements. Je vous invite d'ailleurs à consulter notre mémoire, il y en a qui ont travaillé très fort là-dessus. Les fabricants de machinerie lourde, exactement le même avis. Impératif à ce sujet-là. La formation et la certification sont nécessaires à l'opération de leur machinerie. C'est facile à constater, ça. Simplement en ouvrant le manuel du fabricant ou en ouvrant la porte d'une machinerie lourde, tout est tapissé de collants jaunes, orange et rouge, indiquant à quel point la certification, les compétences et les formations sont nécessaires à l'opération de ces machineries-là. On va en rajouter un peu. Il y a même une étude sur l'identification des risques liés au bris d'infrastructures souterraines pour la santé et la sécurité des travailleurs. Ça a été réalisé par le CIRANO. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est le Centre Centre interuniversitaire, ce que je voulais dire, de recherche en analyse des organisations. Il démontre 8 facteurs de risque. Parmi ceux-là, vous allez trouver, je me répète, encore la formation, le manque d'expérience, puis le manque de surveillance. Mais attention, on retrouve aussi le gain d'argent et le gain de temps.
C'est drôle, on dirait entendre exactement les arguments du concept de polyvalence dans le projet de loi 51. Leur conclusion est d'ailleurs marquante. Et là, je cite. « Il est évident qu'il faut poursuivre les efforts de communication, formation et sensibilisation tout en encourageant l'adoption d'une législation claire qui encadrerait rigoureusement les travaux d'excavation. » Ben là, on est en train de faire exactement le contraire au Québec. Avec le concept de polyvalence dans le projet de loi 51, là, au nom de la productivité, de l'efficacité et de la pénurie de main-d'œuvre, on s'en va à l'encontre des recommandations de spécialistes en matière de santé et sécurité. Les chiffres d'Info-Excavation, pour ceux qui connaissent, c'est un organisme à but non lucratif qui encadre les infrastructures souterraines. Leurs chiffres de 2023, ben, ils sont alarmants. Chaque jour au Québec, c'est 3 bris, c'est plus de 3 bris d'infrastructures souterraines. Il y a un coût relié à ça. Là. Ça ne donne rien de construire au Québec si on le détruit. On se comprend? Parmi ceux-ci, 54% impliquent du gaz naturel ou de l'électricité. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, en février dernier, je ne donne pas un exemple d'il y a 10 ans ou d'il y a 50 ans, là. En février dernier, 2 garderies, un total de 110 enfants ont dû être évacués après qu'une conduite de gaz a été sectionnée dans la rue par une rétrocaveuse. La rétrocaveuse, c'est la fameuse pépine. Ben, malgré les flammes de 6 mètres de haut, on est chanceux, on a évité le pire au Québec. Pas un enfant a été blessé, malgré qu'il y a quand même 3 travailleurs qui, eux, ont été blessés dans cet accident de travail-là. C'est donc pour le local 791 une incohérence totale, mais totale, de vouloir appliquer le concept de polyvalence au métier d'opérateur. Le local 791 n'est pas contre le fait que les autres métiers puissent devenir opérateurs. C'est déjà possible dans l'industrie. Il y a déjà moyen de le faire. On peut se faire émettre une carte de compétences apprenti par la commission de la construction. On devient donc apprenti dans le métier d'opérateur. On est sous la supervision d'un compagnon, puis on a accès à de la formation avec nos heures d'apprenti. Ben, c'est un peu paradoxal, moi je trouve, d'envoyer le message à ces mêmes travailleurs-là. Ben non, sors-toi pas une carte d'apprenti, puis surtout, va pas faire la formation, puis tu n'auras même pas besoin de supervision, tu vas pouvoir opérer dans le concept de polyvalence. Il y a aussi des travailleurs qui intègrent l'industrie par bassin, sans formation initiale. J'en conviens, c'est vrai. Mais ils sont également, eux aussi, intégrés sous titre d'apprentis, donc sont en supervision d'un compagnon, pour ceux qui sont habitués avec la construction. Puis en plus, ils sont en obligation de formation. Par la suite, quand vous avez des compagnons, ben, il y a encore accès à la formation continue. Je vais le répéter souvent aujourd'hui, le mot formation. C'est primordial, c'est important. C'est donc dans un esprit de santé et sécurité pour les travailleurs et pour le public que le local 791 recommande fortement, mais je dis bien ici fortement, d'exclure les métiers d'opérateurs du concept de polyvalence du projet de loi 51. Puis on ne demande pas quelque chose qui n'existe pas ici. Le ministre a déjà pensé à ça, c'est déjà dans le projet de loi, il y a déjà des métiers d'exclus. Ça va me faire plaisir de les nommer. Électricien, tuyauteur, mécanicien d'ascenseur, mécanicien en protection incendie, frigoriste, travaux de structure et d'opération, travaux de structure et opérations crues de tout genre. On demande simplement, nous aussi, d'être exclus pour des raisons de santé et sécurité. Il y a même un peu une ironie là-dedans, quand on pense que le grutier est exclu et pas les opérateurs de machinerie lourde, nos confrères grutiers, ils font partie de la même famille de métiers que nous. Je ne veux pas tomber trop technique, là, mais dans le règlement 8 de la loi R20, il y a les définitions de métiers, puis on se retrouve ensemble dans le groupe 2 pour une bonne raison, c'est qu'on n'a pas vraiment de tâches définies. Hein, ce qui définit nos métiers, c'est pas ce qu'on fait, puisqu'il y a une polyvalence infinie de tâches à faire. Ce qui définit nos métiers, ce sont les types de machinerie utilisées. Après ça, ces machines-là peuvent faire infiniment de tâches, et ça, c'est même démontré dans une analyse de profession de la Commission de la construction, qui a un peu d'attente de 2011, mais c'est bien déterminé là-dedans à quel point on est polyvalent, déjà en partant. On a eu l'occasion de rencontrer le ministre à quelques reprises au cours des derniers mois. On a été écoutés. Je dois l'admettre, personnage très sympathique, d'ailleurs, M. Boulet. Le seul problème, et c'est pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est qu'après avoir été écouté, on ne semble pas avoir été entendu. Lors de notre dernière rencontre,
il a conclu en nous disant qu'il comprenait vraiment nos réalités et les enjeux en santé et sécurité, mais comme il y avait d'autres acteurs dans l'industrie, on a compris, je pense, Danny qui faisait référence à la partie patronale, ben nos chances de se faire entendre étaient comme de 50-50. Mais 50-50 de quoi, monsieur le ministre? 50-50 de faire passer la productivité puis l'appât du gain devant la santé et sécurité des travailleurs puis du public? Est-ce que la santé et sécurité au travail au Québec aurait un prix? En conclusion, comme on est un syndicat de mobilisation et d'implication proactive, on en suggère des avenues pour aider le gouvernement dans sa modernisation de loi. On comprend qu'il y a des enjeux. On ne fait pas juste chialer, je vous le promets. C'est pour ça qu'on a fait une deuxième recommandation. Toujours dans le but de maximiser l'efficacité des chantiers et le problème de main-d'œuvre, mais sans jamais compromettre la santé et sécurité au travail. Le local 791 recommande donc de permettre aux apprentis opérateurs d'opérer les camions hors route et de les inclure dans le programme de prévention, de formation, pardon. Au moment où on se parle, les apprentis opérateurs ne peuvent pas opérer ces camions-là. Ils ne font même pas partie du programme de prévention. Ils apprennent pas. Malheureusement, là, les directions de centres de formation vous diront, ben, on a réussi à les apprendre soir, week-end et journées pédagogiques. Wow! Parce que c'est pas dans le programme de prévention. C'est considéré comme un simple camion. Que ce soit un camion de 80 tonnes qu'on aime voir à la télévision, là, dans des émissions particulières de grosses machineries, ou un pick-up, ben, au sens de la loi R20, ce sont des camions, tout simplement. C'est pour ça qu'on demande qu'ils soient considérés comme des machineries lourdes. D'ailleurs, les rapports de CNESST sont assez concluants aussi à ce niveau-là. Ils disent la même chose, c'est un manque flagrant de formation pour ces camions-là, qui sont malheureusement eux aussi meurtriers. Une troisième recommandation a été faite par le local, toujours le local 791, toujours dans le but d'améliorer et d'innover dans la construction. Ben, c'est la recommandation, dans le fond, c'est d'instaurer la formation obligatoire pour les métiers d'opérateurs d'équipements lourds et de pelles mécaniques. Avec la création d'AEP, hein, tout le monde a vu cette année l'arrivée des formations courte durée, des formations écourtées. Le gouvernement nous a démontré l'importance de la formation dans le processus d'intégration des gens dans l'industrie. On a besoin de ça pour attirer des gens vers chez nous. Ben, si on la rendait obligatoire, on viendrait déjà de s'aider énormément. On sait maintenant, de toute façon, écoutez, on sait que la formation est essentielle pour des travaux de qualité, mais aussi pour des travaux réalisés de façon sécuritaire. Évidemment, il y a plein d'autres pistes de solutions qui ont été discutées avec le ministre du Travail. On parle d'alternance travail-études, on parle d'organisation des travaux. Pour finir, je vais être clair, il est impératif d'exclure les métiers d'opérateurs de machinerie lourde du concept de polyvalence pour des raisons de santé et sécurité au travail, mais pour les travailleurs et pour le public. Le local 791 demeure évidemment à l'écoute et reste proactif avec le gouvernement pour trouver des solutions, mais sans jamais mettre en péril la santé et sécurité sur les chantiers. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue, Maître Danny Nicholson. Merci. Bonjour. Comme on l'a dit et redit, l'application du principe de polyvalence à tout ce qui concerne la machinerie lourde, c'est un non-sens. Pour le visualiser, en réalité, ce que ça vient à faire, c'est à autoriser des gens, des travailleuses et des travailleurs qui n'ont pas la formation requise, à opérer de la machinerie lourde. À sa face même, c'est un non-sens. Mais non seulement c'est un non-sens, mais c'est une violation à une de nos lois les plus importantes au Québec, la loi sur la santé et sécurité du travail, dont l'objet est l'élimination à la source des dangers à la santé et sécurité, notamment en protégeant l'intégrité physique des travailleuses et des travailleurs. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ce qu'on comprend quand on s'intéresse un peu à l'historique des dernières années et au discours du gouvernement sur les orientations qu'ils ont, et notamment du ministre Boulet, c'est que la prévention en matière de santé et sécurité, pour eux, pour le ministre Boulet, c'est une priorité. Je vais vous lire un petit passage, ça s'est dit en 42e législature en séance parlementaire. C'est le ministre Boulet qui parle. J'ai construit le cœur du projet de loi numéro 59 pour que la prévention soit le socle sur lequel on allait rebâtir le régime. Donc, nous, ce qu'on comprend de ce que dit monsieur le ministre, c'est tout simplement que pour lui, ça ne fait aucun doute, la prévention en matière de santé et sécurité, c'est une priorité, c'est important. C'est ce qu'il dit en tout cas. Ensuite, on a rencontré, comme mon collègue a dit, on a rencontré le ministre du Travail, Jean Boulet. Et puis, en apparence, il y avait de l'écoute. Je dis bien en apparence.
Ensuite, à l'aune de l'historique, on le sait, là, le ministre Jean Boulet n'en est pas à son premier projet de loi. Il a de l'expérience et il a dit lui-même, à l'aune de ses discours, ce qu'on a repéré, c'est que ces projets de loi, selon lui, sont perfectibles. Donc nous, on encourage le gouvernement et le ministre Boulet à démontrer la cohérence dans leur orientation en allant dans le sens de celle-ci. On le rappelle, les 3 points sont importants. Pour le ministre Boulet, il a dit, la prévention en matière de santé et sécurité, c'est prioritaire. Ensuite, il y a de l'écoute. Quand on parle, il y a l'oreille qui comprend nos enjeux. C'est ce qu'il dit. Et finalement, il l'a dit lui-même, ces projets de loi sont perfectibles. Donc nous, on invite le gouvernement et le ministre Boulet à prendre en considération les enjeux en matière de santé et sécurité. On invite le gouvernement et le ministre Boulet à rester cohérents dans leur orientation. C'est tout simplement ça qu'on demande. Merci. Merci, Danny. Il est minuit moins une. Pour être honnête, les élus siègent à nouveau à partir de mardi, c'est-à-dire demain au moment où on se parle, et sont confiants d'avoir fini pour mercredi, ce qui touche le projet de loi 51, pour mercredi soir, si mes informations sont justes. Mais au nom de la santé et sécurité au travail, c'est le temps d'être cohérent maintenant. Merci beaucoup. Parfait. Alors, on va passer aux questions. Je ne sais pas, Sébastien, si tu veux commencer. Oui. Bonjour. Bonjour, ami. Juste pour que je comprenne bien, là, le principe de polyvalence qui est formulé dans le projet de loi actuellement, ça voudrait dire qu'une fois le projet de loi adopté, un charpentier menuisier, par exemple, pourrait être appelé à opérer de la machinerie lourde sur un chantier. Effectivement, c'est ce que l'article 72 du projet de loi vient dire, là, que tout autre métier de l'industrie pourrait s'affairer, à part les exclusions qu'on a parlé tantôt, là, que je peux les répéter si vous voulez. Oui, oui. Mais je voulais mettre en évidence un exemple en particulier. Oui, le charpentier menuisier serait effectivement, là, dans le concept de polyvalence, pourrait opérer la machinerie lourde sans certification, sans formation. OK. Puis le ministre, quand vous en avez parlé, vous avez dit on a été écouté, mais pas entendu. Qu'est-ce que vous lui avez fait valoir? Bien évidemment, il y a une bonne partie des arguments, là, vous comprenez, qui viennent des acteurs de l'industrie. Hein. Donc, c'est les rapports de CNESST qui démontrent, évidemment, qu'on a une opinion avec l'expertise qu'on a là-dessus, mais on lui a vraiment fait valoir ce que les acteurs de l'industrie avaient cité malheureusement, des rapports d'accident. C'est plate de ressortir ça. Hein. Mais selon vous, ça va se traduire automatiquement par une augmentation, par exemple, des incidents de travail, des accidents de travail? Ben, comme la formation est une source pour prévenir les dangers, effectivement, je ne me ferai pas, je dirais pas, je ferai pas 10 heures de bonne aventure puis vous dire quels seront les impacts, mais évidemment qu'ils vont être négatifs, ça c'est officiel. Merci. Merci à toi. Donc, vous craignez plus de décès, c'est un peu ça que vous dites? Malheureusement, je suis obligé de dire oui, parce qu'on est un métier avec la machinerie lourde, et c'est pour ça que je disais que les conséquences sont catastrophiques. Puis je veux pas rentrer à comparer avec d'autres métiers, mais vous comprenez qu'il y a des métiers que l'enjeu, c'est plus... les blessures sont peut-être moins graves qu'avec la machinerie lourde. Avec la machinerie lourde, c'est très meurtrier, effectivement. C'est des accidents graves. Donc là, vous avez rencontré le ministre, vous avez écouté, mais pas nécessairement entendu, vous ne savez pas entendu. Quelle est la prochaine étape? Vous dites que le projet de loi risque d'être adopté cette semaine, mais pour vous, là, est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas, moins de manifestations, des moyens de pression? Avez-vous une prochaine étape? Ben, de mon côté, évidemment, c'est information. Hein. On est vraiment encore à l'information. Aujourd'hui, merci à vous autres d'être là parce que je pense que c'est une bonne façon de s'assurer que c'est bien compris aussi. Parce que des fois, ça passe vite sur un gros projet de loi, hein, puis il y a beaucoup de choses là-dedans. Fait que des fois, puis, honnêtement, on était convaincus que c'était une omission. On pensait que c'était simplement un oubli. Les prochaines étapes, bien évidemment, on fait de la mobilisation chez nous, toujours là, de façon légale, n'a pas d'inquiétude ici, mais oui, on va mobiliser nos membres. Quand c'est question de santé et sécurité, c'est tolérance zéro chez nous, ça c'est certain. Est-ce qu'il pourrait y avoir un refus d'appliquer ce concept de polyvalence? Dans le côté légal? Ben, honnêtement, on n'en est pas rendu là. Je pense que en ce moment, nous, ce qui est prioritaire, c'est de faire passer le message. Vous avez posé certaines questions, j'avais envie de répondre. Tu sais, nous, à savoir si on sait s'il va y avoir une augmentation des accidents mortels. Comme disait mon collègue, on ne lit pas dans les boules de cristal. Par contre, nous, moi, je suis avocat, je travaille principalement en accident de travail, en maladie professionnelle. Je pense que la prévention
comme le ministre Blais l'a dit, c'est une priorité en matière de santé et sécurité. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas des drames comme ce qui s'est passé à la garderie. Après, ne pas appliquer le principe de polyvalence. Je pense qu'on a d'autres options et puis on les étudie actuellement. Quelles sont-elles? Ben, comme je vous dis, c'est à l'étude présentement. Je pense qu'il y aurait d'autres possibilités, probablement au niveau des tribunaux. Ben, moi, je vous en poserai une question. Les chantiers de construction sont je dirais, dans les milieux urbains, dans les milieux ruraux, il y en a en région éloignée, il y en a partout. Je veux dire, il y a du monde qui vit autour de ces chantiers-là, où il y a de la machinerie lourde qui est opérée de temps en temps. Si le projet de loi est adopté dans sa forme actuelle, qu'est-ce que ce serait l'avertissement que vous lanceriez à la population au sujet des dangers des chantiers dans ces conditions-là? Ben, honnêtement, le même qu'aujourd'hui, c'est vraiment de maximiser du côté de la prévention, puis de pas se rendre justement à être obligé. Là, on est dans un débat qu'au nom de l'efficacité, au nom de la productivité, au nom de la pénurie de main-d'œuvre, je ne dis pas que c'est des choses banales, ce sont des choses importantes. Mais je pense qu'en aucun temps, autant du côté de la population que du côté du milieu du travail dans la construction, on ne doit jamais céder à cette pression-là quand il est question de santé et sécurité, autant de nos travailleurs que de ces gens-là. Évidemment, si j'étais un simple citoyen dans la rue, proche de machinerie lourde, puis qu'on est rendu dans un concept de polyvalence, un peu n'importe qui peut sauter dessus, ben je m'éloignerais davantage. Ça serait peut-être un conseil personnel à donner à ces gens-là, parce que ça ne tient pas la route, évidemment, que quelqu'un sans formation. Tu sais, il faut comprendre, là, je ne vais pas trop m'élaborer là-dessus, mais c'est le fun. Il y a un rapport qui parle de ça, à quel point juste accrocher une manette, un simple centimètre au bout de la machine, ça peut représenter un mètre avec une force en livre torque super élevée. C'est l'amplitude dans la machinerie lourde du danger. Tout est amplifié, tout est exponentiel, en fait, contrairement à des travaux qui sont de plus manuels, fait avec les mains. Et donc, votre compréhension de ce qui serait en place une fois le projet de loi adopté, c'est que quelqu'un qui n'a jamais opéré la machinerie lourde pourrait se retrouver derrière ces commandes. C'est effectivement comme ça que le projet de loi est écrit. C'est assez étonnant. Je vous donne raison. Si on suivait l'avocat du diable, est-ce que vous reconnaissez que le projet de loi 51 pourrait aider à accélérer les choses, accélérer la construction dans un contexte où on est en crise de logement, il faudrait peut-être accélérer les choses, est-ce que ça pourrait être positif? C'est parce que quand on parle aux entrepreneurs, le problème de pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît au Québec, c'est une pénurie de main-d'œuvre compétente. Particulièrement les entrepreneurs chez nous, c'est difficile de commencer la machinerie là. Parce que du jour au lendemain, tu tombes apprenti, le processus normal, tu tombes apprenti. Mais du jour au lendemain, tu as une valeur incroyable parce que tu es sur une machinerie de plusieurs centaines de milliers de dollars. Tu représentes à l'heure pour le client d'énormes dépenses. Donc, tu te dois d'être déjà compétent. C'est là que la formation est essentielle. Rentrer des gens sans formation, se dépanner, c'est pas une solution dans notre métier. Je pense pour l'ensemble des métiers, on veut des gens spécialisés. Mais clairement que dans la machinerie lourde, ça ne tient pas la route. C'est pour ça que c'est déjà difficile d'intégrer. On a déjà un petit peu une pénurie de gens compétents. Mais est-ce que ça peut accélérer la construction? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent que c'est une industrie qui est surréglementée. Puis est-ce qu'on pourrait à la limite? Ben, je vois difficilement comment, honnêtement, à la cadence auquel les chantiers roulent, je vois pas comment on peut aller plus vite. Là, on saute des breaks, on saute des dîners, on fait des heures d'overtime. Il y a beaucoup dans l'organisation des travaux. Parce que là, tous les travaux sont donnés dans la même petite période. C'est pour ça qu'une des options qu'on avait pour le gouvernement, c'était l'alternance travail-études. On le sait que la pression est forte pendant quelques mois d'été. Malheureusement, on a des gens partout au Québec avec les bonnes compétences, mais qui ont de la misère à joindre les deux bouts le reste de l'année. Parce que c'est pendant quelques mois que la pression est forte. Avec l'alternance travail-études, on pourrait permettre de se dépanner avec des gens, évidemment, qui n'ont pas une grande expérience, mais au moins qui ont un minimum de formation. Venir aider à accélérer les chantiers si vraiment ils vont pas vite parce qu'il manque des travailleurs sur le site. On pourra accélérer la cadence pendant l'été. C'est important qu'il y ait, je dis l'été, parce que vous comprenez que la majorité des travaux dans le génie civil, au printemps de machinerie lourde, ben, ils peuvent après ça retourner dans le centre de formation, terminer leur formation. Fait, il y en avait des options pour essayer justement de pallier à ça, pour essayer d'améliorer la pénurie qu'on connaît pendant quelques mois.
Mais il y a peut-être ce côté qu'on pourrait organiser nos travaux. Est-ce que vous avez dit, bon, peut-être les tribunaux comme recours, est-ce que c'est le seul recours que vous auriez si le projet de loi est adopté tel quel? Ben, moi, bien entendu, c'est sûr qu'en tant que juriste, c'est le recours auquel j'ai réfléchi. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Probablement. En ce moment, moi, c'est à celui-là que je pense. Par contre, il faut l'étudier. Il faut que ce soit sérieux. Donc, on va étudier tout ça. C'est pas une mince affaire, amener ça devant les tribunaux. Mis à part les tribunaux. Ben, évidemment, pour l'instant, je pense qu'on est dans un mode de collaboration. Là, je ne suis pas trop inquiète. Honnêtement, puis c'est Vous, si ça passe comme tel, Oui, mais en tout cas, nous, on a est-ce pas que la l'expérience. collaboration est encore possible après? Ben, j'ose espérer que oui. Je suis pas à la collaboration, mais là, c'est passé, évidemment. Je vous l'ai dit en train de jeu, je suis opérateur d'imagerie lourde de métier, là, donc ce qui a trait à la construction. Ce que je veux dire, c'est au-delà de la voie juridique, qu'est-ce qu'il y a d'autres recours? Bien, évidemment, on est un syndicat de mobilisation super proactif. Là. Je pense que j'ai présenté le 791 rapidement, là, mais vous savez qu'on est des gens impliqués, mobilisés, puis qui ne lâchera pas le morceau quand ça touche la santé et sécurité de nos travailleurs puis de l'ensemble de la population. Fait qu'évidemment qu'on va se mobiliser puis on va manifester. Mais toujours, je tiens à le souligner, là, pour pas qu'il y ait d'égards de conduite. C'est toujours dans le légal, ça, c'est certain. Mais est-ce que ça on va se faire entendre, ça, est-ce que ça pourrait occasionner des perturbations sur les chantiers? Si vous mobilisez vos membres comme ça, est-ce que la conséquence, ça pourrait être... C'est jamais bon de ne pas s'entendre. Ça, c'est sûr qu'on veut que tout le monde soit content d'être au travail, on veut que tout le monde ait l'esprit à travailler, on veut pas que les gens soient en train de surveiller, je vais-tu manger un coup de boquette sur la tête par quelqu'un qui connaît pas ça. Non, mais je vous pose la question parce que l'objectif du ministre, c'est d'accélérer ou de simplifier, ou en tout cas d'augmenter l'efficacité sur les chantiers de construction. La question que je vous pose, moi, c'est de dire, est-ce que le ministre, en vous entendant pas plus, il ne s'expose pas à l'effet contraire? C'est sûr que c'est ça pourrait aller plus mal. Effectivement, ça, je suis d'accord, merci de spécifier la question. C'est sûr que ça pourrait aller plus mal. C'est pour ça qu'on lève la main, c'est pour ça qu'on veut discuter et qu'on veut améliorer la situation. Parce que ça va aller plus mal. Des accidents de travail, ça n'accélère pas les travaux. Des travaux faits par des gens sans expérience, ça ne les accélère pas. Puis si jamais l'entrepreneur réussit à fermer un job pareil, il va falloir revenir la faire l'année d'après. C'est des gens non compétents qui vont. Fait assurément, ça va retarder l'industrie. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne peut pas mettre des gens moins compétents à penser que ça va aller mieux. Ça, je pense que c'est un concept qu'on comprend tous. Justement, vous avez parlé brièvement des formations accélérées en construction, si vous me permettez. Les premières cohortes vont diplômer le mois prochain. Quel effet vous pensez que ça va avoir sur les chantiers cet été? Sur les chantiers, vraiment pas grand-chose. Pour le rêve de ces gens-là, souvent je dis jeunes quand je parle des diplômés, mais là dans l'AEP, on a vraiment vu qu'il y avait du monde de tout âge. On est justement allé rencontrer ces jours-ci, parce que les premières cohortes finissent. On leur donne tous les outils possibles pour essayer d'intégrer l'industrie. Mais évidemment, ça va être difficile parce que les diplômés du DEP, le vrai cours complet de 1095 heures, j'ai vrai cours, excusez, le cours complet de 1095 heures, on a déjà un taux de placement super faible. Fait les gens avec les demi-formations, le taux de placement ne sera pas meilleur. Fait que ça, c'est une réalité que j'essaie d'expliquer tantôt. On est un métier difficile à intégrer parce que le premier matin, on se doit d'être déjà super productif. Puis super sécuritaire, on est sur une machine de, souvent on disait des centaines de milliers, là, mais je vous dis, là, une 349, ça c'est une pelle pour faire des gros travaux d'égoqueduc, c'est rendu $1 million. Fait qu'est-ce que je mets à un apprenti qui sort de l'école? Ben non. C'est encore l'opérateur expérimenté qui est sur là. On le veut le mettre où? Le jeune qui sort de l'école ou qui sort de l'AEP? Ben, peut-être que si les camions hors route, les camions hors route, il faut comprendre, c'est les gros camions. Là. Ben, si on donnait accès aux apprentis à pouvoir opérer ces camions-là, ben, déjà au moins il y aurait la chance de voir, de comprendre le chantier, d'apprendre tranquillement. La journée qu'il manque quelqu'un sur sa grosse pelle, là, il peut venir dépanner, au moins il serait là à pied d'œuvre. Là, pour l'instant, il n'est pas à pied d'œuvre. Il est dans une autre industrie parce qu'on a de la difficulté à l'intégrer. Évidemment, je souhaite fortement aux finissants de l'AEP que l'industrie ait un petit peu plus de place pour eux. Parce qu'on est passé, vous me permettez d'extrapoler un peu, ça a été un peu fou ça, le dossier des AEP. Ça fait 10 ans, moi, que je travaille à temps plein à l'Union. Je sais que ça fait minimum 2 décennies que les centres de formation sont complètement contingentés. On parle d'au-dessus de 1000 inscriptions par année, là, puis 224 places disponibles. 112 à Québec, puis 112 à l'École des Cerfs dans la région de Montréal. Sur ces 224-là, au départ 1000, ben, il y en a une petite portion qui réussissent à intégrer l'industrie.
Puis là, on va passer de 2 centres de formation, de 2 cohortes à 29. Je ne sais pas cette année si vous avez vu un boom dans la construction tant que ça, mais au moment où moi je vous parle, excusez les gars, je sais que j'en ai plein à cause du chômage à la maison. Puis ils ont de l'expérience. Fait que je vois pas comment que quelqu'un peut être compétitif malheureusement avec ses collègues de l'expérience, ces gars et ces filles-là, avec de l'expérience à la maison. Quelqu'un qui vient de sortir de son cours de 550 heures, je l'encourage, on va l'aider, on a des bureaux partout au Québec, on est là pour leur répondre et essayer de les aider à rentrer dans l'industrie. Mais l'industrie, pas de cachette, la pression est forte. Juin, juillet, août, septembre commence déjà à slacker des gens, à slacker des travailleurs. C'est ça notre réalité. Intéressant, merci. Compte tenu des risques que vous avez évoqués là, pour la sécurité, tout ça, est-ce que ce serait responsable que le ministre adopte le projet de loi sans les modifications que vous demandez? Ça, c'est une question simple. Non. Parce que ça a une atteinte au règlement de la loi santé et sécurité qui est simple à comprendre. Peut-être pas toujours simple à tous les jours, là, à la petite besogne quotidienne. Mais on est supposé régler les dangers à la source. On n'est pas supposé ajouter des dangers dans l'industrie puis avoir besoin de sillonner à travers ces dangers-là. On est supposé les régler à la source, s'il vous plaît. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous autres. Merci à vous. Merci énormément, en fait. Est-ce qu'on a vos noms dans la convocation? Vous avez mon nom après chez Price Matter. Gagné Nicholson? Exactement. Ah, OK. NICHOLSON. OK. Puis Marc Leclerc. Marc Leclerc, LEC-LERC. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me rejoindre. Peut-être juste les titres exacts, là. Ah. C'est peut-être juste ça qui manque. Vos titres. Moi, je suis avocat. Pour le local 791, Pour le local 791 SPP. s'occupe essentiellement là, justement de tout ce qui est trait à la santé, sécurité, accidents de travail, maladies professionnelles de nos membres. Ah, OK. Puis vous, monsieur? Moi, je suis directeur général. Un gros merci. Merci, bonne journée.